Salut à tous, c'est Etienne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va même s'il fait 35 degrés, que j'ai pas la clim et que c'est un enfer de chaleur. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel un peu plus avancé puisqu'on va parler de comment auditer un compte Facebook de A à Z. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Etienne, je suis le CEO de Rhodes, une agence de publicité Facebook, Instagram et TikTok pour les e-commerçants. Et on dépense chaque mois avec mon équipe des centaines de milliers d'euros en publicité pour nos clients. Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas sur notre méthodologie d'audit de compte et je vais surtout te partager toutes nos astuces pour que tu puisses les répliquer. Si tu es débutant dans la publicité, je te recommande plutôt de regarder d'autres vidéos sur ma chaîne, comme par exemple la série Facebook Ads 101 dans laquelle je t'explique les bases de la publicité, ou encore mon tutoriel sur comment créer une campagne Facebook Ads de A à Z. Aujourd'hui pour l'exercice, on va utiliser le compte d'une marque qui s'appelle Africrea, qui est une marketplace spécialisée dans la mode, l'art et l'artisanat africain. On remercie grandement la marque de nous avoir prêté son compte. Pour structurer l'approche, on va passer sur 6 piliers principaux qui sont la data, la diffusion, l'engagement, la conversion, la créa et la méthode. Pour chacun de piliers, on va essayer de répondre à plusieurs questions, 24 pour être exact, et on va essayer d'apporter pour chacune des éléments de réponse. C'est parti, on se retrouve dans le gestionnaire de publicité. Donc là, on est sur le compte publicitaire de Africrea, et tout au long de la vidéo, pour prendre des notes sur les différentes trouvailles qu'on va pouvoir faire, je vais avoir ce petit document à côté qu'on va remplir au fur et à mesure. Donc du coup, comme vous voyez, on retrouve les 6 piliers dont je vous ai parlé, data, diffusion, engagement, conversion, créa et méthode, et à chaque fois des points clés sur lesquels on va pouvoir passer. En l'occurrence, il y en a 24. On va essayer de répondre à des questions pour chacun de ces points. Moi, quand j'audite un compte, j'aime bien commencer par la data. La première question à laquelle on va essayer de répondre, c'est est-ce que le pixel est correctement paramétré? Donc pour ça, on va sortir du compte publicitaire, on va aller se rendre dans ce qu'on appelle le gestionnaire d'événements. Le gestionnaire d'événements, c'est une autre rubrique dans laquelle on retrouve notamment le pixel qui va envoyer de la donnée. Et ici, on va pouvoir accéder à tous les éléments qui sont traqués. Donc moi, ici, ce que je cherche à voir, c'est vu qu'on est sur une marque qui fait du e-commerce, je cherche à voir si les événements principaux du e-commerce sont bien traqués. En l'occurrence, il y en a 4 auxquels je vais m'intéresser. Donc c'est la vue de page destination, donc page view, il y a l'ajout au panier, ensuite il y a le paiement initié et l'achat. Pour chacun de ces éléments, on voit bien qu'ils sont traqués ici. Donc on a la page view, on a l'ajout au panier, on voit que le paiement initié est ici et qu'il y a également l'achat. Alors là, un premier élément moi qui me saute aux yeux, c'est que on voit que le nombre de paiements initiés est inférieur au nombre d'achats, ce qui me paraît assez peu probable. Ça voudrait dire qu'il y a plus de gens qui achètent que de personnes qui renseignent leur code de carte bancaire, ce qui est mathématiquement pas possible. Donc du coup, ça c'est un premier élément qu'on va pouvoir noter dans notre petit document ici, pixel, attention au volume, hop, on noter attention à l'événement paiement initié qui remonte moins de conversion que l'achat. Alors un deuxième point qu'on fait généralement ici, c'est de vérifier qu'il y a bien une concordance entre la data qu'on retrouve dans le gestionnaire d'événements et ce qui est en réalité remonté dans le site web du client. Souvent, il est normal qu'il y ait un delta, donc on va pas retrouver exactement ce qui se passe, qu'il y a des questions d'attribution et il se peut aussi qu'on ne traque pas l'intégralité de la donnée, mais l'idéal c'est de s'en rapprocher le plus possible. Ce qu'on va faire, c'est comparer par exemple le nombre d'achats sur ici les 28 derniers jours et on va regarder ce que ça donne par exemple sur Shopify ou alors sur Google Analytics et si on a par exemple 20% d'écart, c'est acceptable. Au-dessus, on considère que ça commence à être un petit peu problématique pour notamment mesurer et piloter ses campagnes. Une fois qu'on a vérifié ce point-là, donc ici on peut compléter notre petit truc en disant OK, pixel a l'air OK. Événements principaux traqués, attention au paiement initié qui remonte moins de conversion que l'achat, vérifier que les chiffres concordent avec le backend. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est l'API de conversion. L'API de conversion, en gros, c'est une méthode d'envoi de données qui, plutôt que de l'envoyer via un petit pixel, donc c'est-à-dire un bout de code qui est posé sur le site, donc via un cookie, il va directement piocher dans le serveur client et donc chercher les données, par exemple sur un achat de prénom, nom, email, date de l'achat, etc. et va les renvoyer à Facebook qui, lui, va pouvoir l'associer à un utilisateur et donc retrouver si cette personne a été exposée ou non à la publicité avant de convertir. Donc ça, généralement, c'est quelque chose qu'on recommande de mettre en place parce que ça augmente le volume de conversion attribué de 15 à 20%, ce qui n'est pas du tout négligeable quand on fait du marketing à la performance et particulièrement en prenant des décisions basées sur la donnée. Donc là, en l'occurrence, on voit sur le compte que l'API de conversion n'est pas paramétrée, puisque si elle était paramétrée, on trouverait ici, dans méthode de connexion, navigateur, et à côté, il y aurait écrit serveur, et donc on aurait un double envoi d'événements, et là on voit en l'occurrence qu'il propose d'ailleurs de configurer l'API de conversion. Donc ça, on va le noter dans notre petit truc, pas configuré, à mettre en place, plus 15 à 20% de conversion. Un troisième point qu'on va venir traquer, donc là on a fait le tour sur cette partie événements, il y avait d'autres rubriques avant qui étaient intéressantes, mais elles ne le sont plus aujourd'hui. On retourne dans gestionnaire de publicité, et là, ce qu'on va aller regarder, c'est ce que les UTM sont en place. Les UTM, c'est des petits bouts de code qu'on va mettre à la fin des URL de redirection des publicités, qui vont permettre de savoir d'où provient la visite. Et ça, c'est super utile pour analyser sa donnée et savoir du coup quel type de campagne ou quelle publicité rapporte des visiteurs, et surtout parmi ces visiteurs, lesquels deviennent clients. Particulièrement utile quand on utilise des outils comme par exemple Google Analytics. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une campagne, par exemple la plus importante, et on va aller regarder quelques annonces pour voir si oui ou non il y a une utilisation d'URL. Et bien là, on voit par exemple qu'il y a dans les URL, vous voyez qu'il y a juste des URL qui renvoient vers le site. Donc là, si on la copie-colle par exemple, on arrive sur le site, mais on voit également qu'il n'y a pas d'URL. Donc là, ici, on a la possibilité d'ajouter des UTM et on voit en bas non plus qu'ils ne sont pas utilisés. Donc ça, c'est un point qui est pas forcément problématique si vous n'avez pas d'outil d'analyse, mais par exemple, si vous utilisez, comme je disais, Google Analytics, c'est mieux de le mettre. Donc à mettre
mettre en place. Alors souvent, il y a des personnes qui font des audits, il y a pas mal d'agences qui aiment bien donner des notes, donc mettre un score de 0 à 100. Au début, je le faisais, mais je trouve qu'en fait, c'est tellement subjectif que je trouve que ça apporte pas forcément plus de valeur de mettre une note. Mieux vaut pointer du doigt ce qui est bien et pointer du doigt à l'inverse pour être amélioré. Je trouve que c'est plus simple et ça enlève pas forcément de matière par rapport à un audit avec une note. Donc une fois qu'on a regardé l'UTM, on peut passer sur l'étape d'après qui sont les audiences. Alors là, les audiences, c'est quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez, pour l'instant, je parle même pas de la structure. On fait étape par étape et donc là, on va pour voir quelles audiences sont actives. Donc il y a la manière bourrin, c'est d'aller directement dans toutes les campagnes les unes après les autres, mais sinon il y a la manière un peu plus académique, c'est de se rendre dans ce qu'on appelle le gestionnaire d'audience. Et donc ici, on va retrouver toutes les audiences qui sont actives sur le compte. Si vous voulez filtrer, vous pouvez savoir si elles sont utilisées ou non dans les publicités. Donc là, hop, en l'occurrence, je filtre et je vois donc toutes mes audiences qui sont utilisées dans mes campagnes et sinon je vois ici toutes les audiences qui sont pré-paramétrées dans le compte. Donc là, généralement, ce qu'on va essayer de regarder, c'est est-ce que les audiences principales sont bien paramétrées, sachant qu'elles vont servir après en inclusion ou en exclusion dans les campagnes. Donc il y a 3 types d'audiences principaux qui se démarquent. Il y a les audiences web, donc avec les acheteurs, l'ajout au panier, la vue de page produit et les visiteurs. Il y a les audiences CRM, donc c'est tout ce qui provient des fichiers clients. Donc là, il va y avoir par exemple les clients actifs, les clients inactifs et les abonnés à la newsletter. Et ensuite, il va y avoir les audiences que moi j'appelle méta, donc qui est tout ce qui touche à vos comptes et pages, comptes Instagram ou pages publicitaires. Donc par exemple les followers, les social engagers et les personnes qui ont vu vos vidéos. Donc là, en l'occurrence, on va aller regarder si ces audiences-là sont présentes ou pas. On voit qu'il y a des lookalikes, donc on voit qu'il y a également une audience add to cart, view content avec 45 jours. On voit également qu'il y a encore de l'add to cart. Donc les audiences web ont l'air d'être présentes et les audiences plutôt CRM, en l'occurrence, moi je les vois pas. Donc là, il n'y a pas. Et donc ils n'ont pas ajouté des audiences de leurs clients. Donc là, on les retrouve pas. C'est dommage parce qu'on pourrait les utiliser pour les cibler et faire de la rétention ou alors pour les exclure et donc pas les cibler si jamais on est sur des campagnes purement d'acquisition. Donc là, par exemple, on peut les rajouter. Et tout ce qui est audience méta, donc on voit qu'il y a les followers Facebook, interactions, etc. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder sur leur compte Instagram s'ils ont beaucoup de followers. Là, en l'occurrence, on voit qu'ils ont 316 000 followers. Donc ça, c'est une audience qu'ils pourraient créer assez facilement et sur laquelle ils pourraient faire une cible de retargeting et donc voir comment elle réagit par rapport à une pub. Moi, je recommanderais de l'ajouter par exemple. Il y a des audiences, donc on part pas de zéro. Par contre, c'est pas très bien nommé. C'est-à-dire qu'on s'y retrouve pas forcément. Donc là, moi, j'aurais tendance à avoir une nomenclature un peu plus claire en mettant par exemple web. Donc il y a 3 types d'audience, web, puis par exemple visiteur et donc derrière le nombre de jours. Donc si on a web, visiteur, 90 jours, donc là vous voyez qu'ils l'ont fait par exemple, ils l'ont mis sur l'ajout au panier, mais ils l'ont pas mis sur les visiteurs. Là par exemple, créer un visiteur, on sait pas sur combien de jours. Une personne qui est venue sur votre site sur les 30 derniers jours, c'est pas pareil que si une personne qui est venue sur votre site sur les 180 derniers jours. Elle va être plus ou moins engagée et donc on va être plus ou moins agressif. On va pouvoir espérer des résultats différents. Donc j'aurais tendance à avoir une nomenclature un peu plus claire et surtout à mettre en place toutes les audiences que l'on peut utiliser. Après c'est pas grave si on utilise ou pas, au moins elles sont paramétrées, si on en a besoin un jour, elles sont là. Donc là moi je dirais audience, nomenclature à clarifier, plus créer audience CRM, donc fichier client plus client inactif et audience méta, donc follower et Instagram. Et une autre audience qu'on n'a pas vue ici, qui sont les vidéo viewers. Donc c'est par exemple ici toutes les personnes qui ont vu leurs vidéos. Donc là vous voyez ils ont quand même des vidéos avec 12 800 vues, 10 600 vues, 51 000 vues, etc. Bah, tout ça on peut en créer un ciblage et donc leur pousser des publicités, par exemple de retargeting. Donc la vidéo viewers. Petit point pour les personnes qui utilisent des CRM ou des outils d'email automation comme Klaviyo qui sont très bien connectés à Meta, bah vous avez la possibilité directement de paramétrer depuis ces outils-là l'envoi de vos listes d'audience et donc si c'est bien connecté, cette donnée va s'envoyer automatiquement et va être mise à jour régulièrement, ce qui vous évitera d'avoir des fichiers qui sont obsolètes et d'avoir à les mettre à jour régulièrement à la main. Donc je vous recommande de le mettre en place, c'est super bien intégré notamment sur Klaviyo. Donc si vous avez cette possibilité, je vous recommande de mettre en place, c'est beaucoup plus simple. Pareil pour Shopify, pour les audiences web visiteurs, c'est également très bien fait. Voilà, donc sur la partie data on a fait le tour, on voit que globalement il y a des bases mais que c'est pas encore totalement optimisé, notamment sur l'API de conversion, les UTM, il y a pas mal de choses qu'on peut améliorer. Maintenant on va passer à la partie numéro 2 qui est la diffusion. Donc là on rentre un peu plus dans la granularité des campagnes. On va toujours pas regarder la méthode, on va regarder de manière très macro comment se comportent les campagnes. Donc déjà pour commencer on va essayer de se faire une idée de la dynamique du compte. Donc souvent moi ce que je fais pour une analyse c'est que je prends un mois complet, donc là on peut prendre les 30 derniers jours, hop, et je trie toujours par montant dépensé parce que je veux voir en priorité ce qui a dépensé le plus d'argent, parce que c'est tout simplement là où j'aurai le plus d'impact si je fais des modifications. Donc là on voit qu'il y a 4 campagnes qui ont dépensé un total de 11 241 € sur le mois de juin. Donc c'est pas mal, on est sur un joli spend Facebook. Et on voit que sur ces 11 241 €, ils sont répartis sur 4 campagnes. Donc on en a quasiment 5734 sur les conversions, 3869 sur le retargeting et ensuite du boost de publication et des campagnes de trafic. Donc là la première chose qu'on peut faire c'est regarder si le budget est dépensé. En l'occurrence c'est assez simple, il vous suffit de regarder au niveau donc soit de campagne le budget que vous avez mis ou alors au niveau ensemble de publicité si vous avez paramétré au niveau de l'ensemble de publicité et de
regarder si le niveau de dépense suit. Donc là par exemple, si on regarde sur les 7 derniers jours, on voit que ici on a 30 € de dépenses quotidiennes, 200 € au total, ce qui fait 210 € divisé par 10, on est plutôt à 21 € dépensés. Donc, ça veut dire que l'allocation budgétaire n'est pas forcément optimale et que ces 10 €, si c'est un budget que vous étiez prêt à mettre, peut-être qu'il faut le mettre sur une autre audience sur laquelle le niveau de dépense est atteint. Là, je ne suis pas allé dans le détail du compte, mais globalement c'est un point qu'on va regarder. Donc ok, attention à l'allocation budgétaire. Pourquoi c'est important de maîtriser la dépense budgétaire? Parce que parfois, on a l'impression que si on met 100 € dans la plateforme, ça va dépenser 100 €. Souvent, c'est le cas, mais parfois, ça dépense un peu en dessous. Et c'est dommage parce qu'on peut passer à côté d'opportunités sur d'autres campagnes ou d'autres ensembles de publicités qui, eux, auraient une possibilité de générer des conversions. En faisant bien attention à ce niveau de dépense, on peut éviter justement de passer à côté de ça. Okay, la couverture sur cible, c'est un autre point, mais qui est plutôt mineur. Donc, on va pas trop s'attarder dessus, mais en réalité, c'est savoir combien de personnes on touche avec son budget. Donc là, par exemple, sur le mois de juin, on peut voir qu'avec des dépenses au global de 11 241 €, on a couverture, donc vous voyez 3 623 000 personnes. Donc ça veut dire qu'on a touché, en France il y a à peu près 40 millions d'utilisateurs mensuels sur Facebook, on a touché un peu moins de 10% de la population française. On peut filtrer évidemment par pays si on diffuse sur plusieurs comptes, etc. Ça on peut mettre ok, c'est pas très important, c'est plutôt pour les grosses marques qui résonnent un peu en couverture sur cible, notamment celles qui font de la télé. Elles veulent se dire, voilà, si on a une cible de 40 millions de personnes, si on en touche 50%, ça fait 20 millions, etc. Pas très important, donc on va passer. En revanche, un indicateur qui n'est pas précisé ici, c'est le CPM. Le CPM, c'est super important, c'est le coût par 1000 impressions, et donc ça va nous donner une indication de combien ça nous coûte tout simplement de diffuser de la publicité sur notre secteur. Donc là on va regarder dans CPM directement, donc là on va regarder directement dans les colonnes, on va dans personnaliser, puis CPM, hop, et on a cette métrique qui apparaît automatiquement. Voilà, donc là on voit que le CPM est très très bas, on est à 1,04 €, qui est assez rare, hein. En France on est généralement bien au-dessus, c'est plutôt entre 5 et 7 €, un CPM moyen, et donc là ce qu'on peut essayer de voir c'est filtrer par pays, parce que je pense que le compte diffuse sur plusieurs pays. Donc là on voit par exemple que la France elle a un CPM de 6,42 €, les États-Unis on est à 18 €, en moyenne c'est 3 à 4 fois le prix des CPM, et vous voyez qu'il y a d'autres pays sur lesquels ils diffusent comme le Nigeria ou le Kenya où ça coûte 4-5 fois moins cher. Donc c'est toujours intéressant de regarder cette métrique parce que en fait à budget égal, si vous êtes dans un pays où ça vous coûte 4 fois plus cher de faire 1000 impressions, mécaniquement ça va avoir un impact sur vos résultats. Là où certains e-commerçants gèrent très bien justement ces différents coûts publicitaires par pays, ils vont adapter leur prix en fonction des pays. Si vous vendez un produit à 100 € et que ça vous coûte par exemple 20 € de le vendre en France, si vous le vendez ce même produit à 100 € aux États-Unis, ça vous coûtera probablement 80 € de le vendre, soit 4 fois plus. Et donc du coup, vous aurez beaucoup moins de marge et ce sera moins rentable. Donc là, le CPM, ok, dans la moyenne en France. Et la répétition, c'est un autre indicateur qui est très intéressant, qui nous permet de savoir si on est en sur ou en sous pression publicitaire par rapport à sa cible. Donc là, on va enlever les répartitions et on va rajouter, donc en allant dans colonne personnalisée, l'indicateur répétition qui va nous donner cette indication. La répétition, souvent, il faut la regarder sur 7 jours parce que sinon, c'est pas très représentatif. C'est-à-dire combien de fois au cours des 7 derniers jours, une même personne a été exposée à une publicité. Là, on voit qu'en conversion, on est à 1,5 et qu'en retargeting, on est à 2,75, qui est très bien. Souvent, ce qu'on recommande, c'est de 1 à 2 en acquisition et entre 3 et 4 pour le retargeting. En fait, on peut aller au-dessus, on peut aller à 5, 6, 7, 8, 10. Il y a pas mal d'études, notamment par Meta, qui montrent que passé un certain stade, en fait, la répétition devient contre-productive et ça n'apporte pas plus de résultats que de diffuser une fois de plus la publicité à son audience. Donc, il y a certaines marques un peu agressives qui montent à 5, 6, voire 7 en retargeting. Moi, je pense que 3, 4, c'est bien. Et en acquisition, 1, 2, c'est très bien aussi. Donc là, répétition, ok, 1, 2 en acquisition et 3, 4 en retargeting. Donc sur la diffusion, a priori, il n'y a pas de gros warning. Donc on peut passer à l'étape d'après, qui est l'engagement. Donc là, ce qu'on va chercher à évaluer, c'est est-ce que les visuels publicitaires, donc que ce soit vidéo ou statique, génèrent des interactions, et donc des vues et des clics. Pour ça, on va rajouter un premier indicateur qui est donc le taux de clic. Hop, on peut taper ici CTR, et si on veut aller un cran en dessous pour être un petit peu plus sur des indicateurs qui nous intéressent, on peut aller ajouter le CTR taux de clic sur le lien, qui est un petit peu différent du CTR tous, qui lui inclut tous les clics qui peuvent avoir lieu sur une publicité. Mais un clic sur une publicité, c'est pas forcément un clic sur une URL de redirection qui redirige vers votre site. Ça peut être un clic par exemple sur le compte Instagram qui va rediriger vers le compte Instagram et donc pas vers un site. Et ça du coup, si on l'exclut du calcul, c'est un peu plus précis. Donc si on prend CTR taux de clic sur le lien, on a une métrique qui est un peu plus quali. Là, on voit qu'on est à 1,13 en moyenne, ce qui est vraiment pas mal. On recommande généralement d'être au-dessus de 1%. Tout ce qui est en dessous de 1%, on considère que c'est pas très bon et qu'on peut l'améliorer. Et tout ce qui est au-dessus de 1%, on considère que c'est pas mal. Là, il faut faire attention parce que vous voyez, cette campagne-là, c'est une campagne de trafic. L'objectif qu'on a donné à Facebook pour cette campagne, c'est d'aller générer des visites. Donc, elle est paramétrée pour générer des clics. Elle n'est pas forcément paramétrée pour générer des ventes. Donc, forcément, sur ce type de campagne, le taux de clic est bien plus élevé et le coût par clic, donc là, je l'ai pas ici, mais c'est très probable qu'il soit bien moins cher parce qu'il va aller trouver des profils qui sont beaucoup plus enclins à cliquer et pas forcément enclins à acheter. Vous voyez, là, par exemple, il est à 0,03 versus les autres campagnes, on est à 0,17, 0,06 et 0,45. Donc si on veut être un peu plus précis, on peut filtrer ici en disant objectif
et on peut dire n'est pas trafic. Et donc là, en théorie, ça sort cette... Hop, la campagne n'est plus là, vous voyez, elle a disparu. Et donc là, on est plutôt à un taux de clic de 0,96, qui est quand même pas mal. On n'est pas loin des 1%. On peut pousser l'analyse en regardant au niveau campagne. Donc on voit par exemple que le taux de clic, il est beaucoup plus fort sur le retargeting. Il est quasiment 3 fois supérieur, ce qui ne m'étonne pas. Et il est à 0,65 sur de l'acquisition, donc c'est un peu faible, on peut l'augmenter notamment en travaillant la créa. Donc taux de clic ici, on peut dire 0,93% sur campagne, conversion un peu bas en acquisition. Donc si on veut creuser sur le taux de clic, on peut y passer des heures, hein, mais globalement si on va au niveau ensemble de publicité, on va voir que le taux de clic n'est pas le même en fonction des ensembles. Donc là on voit par exemple que tout ce qui est catalogue, les catalogues, donc c'est les campagnes dynamiques avec où il y a directement le catalogue produit qui est posé, généralement ça clique beaucoup plus. Vous voyez que le taux de clic est assez dingue, on est à 8,97, qui veut dire que à prix égal, non, du coup les CPM sont plus élevés, donc ça coûte pas forcément moins cher, mais ça clique beaucoup plus. Généralement ce type de campagne génère des bons résultats, notamment en e-commerce, donc on recommande de le mettre par défaut en retargeting, ça marche très bien. On voit là qu'il y a d'autres audiences qui cliquent pas trop mal, notamment celle-ci, et si on veut même aller un cran plus loin, on peut aller au sein de cette audience là pour voir les publicités qui cliquent, et c'est ça qui va nous donner des indicateurs. Là vous voyez, on a une publicité, celle-ci en l'occurrence, qui a un taux de clic de 1,17 versus les autres. Donc, ça, par exemple, 1,17 par rapport à la seconde, on voit qu'elle a un taux de clic qui est 3 fois supérieur, 3 à 4 fois supérieur. Donc, si vous mettez tout votre budget sur celle-là, et elle cliquera 4 fois plus que si vous mettez tout votre budget sur celle-là. Donc, en théorie, si derrière ça convertit de manière égale, la première créa sera plus rentable. Je ferme l'aparté sur la partie taux de clic et on va s'intéresser à un deuxième indicateur qui est le hook rate. Et donc le hook rate, en gros la question à laquelle on essaie de répondre, c'est est-ce que mes publicités vidéo font arrêter de scroller les utilisateurs? Je vais vous expliquer ce que c'est que le hook rate. Le hook rate, c'est une métrique qui n'existe pas par défaut dans Facebook Ads, mais je vais vous montrer comment la paramétrer. Moi je l'ai déjà préenregistré parce que je l'utilise très souvent, mais je vais faire la manip pour que vous puissiez vous aussi le répliquer. Donc pour la créer, vous cliquez sur personnaliser les colonnes, créer un indicateur personnalisé, là vous l'appelez hook rate, et je vais vous expliquer juste après ce que c'est, pourcentage, et là vous mettez lecture à 3 secondes divisé par impression, créer un indicateur. Hop, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà, et donc moi je vais l'ajouter, hop, appliquer, et là vous voyez, ça me donne le hook rate. Donc le hook rate, si on regarde la formule, c'est le nombre de lectures à 3 secondes divisé par le nombre d'impressions. Donc autrement dit, ça veut dire sur toutes les personnes qui sont exposées à la publicité, combien regardent au moins 3 secondes de votre vidéo. Et donc cet indicateur, il est super important parce qu'en fait, qu'il y ait 10% ou 100% des gens qui regardent les 3 premières secondes de votre vidéo, vous payez la même chose à Facebook. Et surtout, ce que pas mal d'annonceurs ont du mal à comprendre, c'est que en fait, vous pouvez avoir la meilleure créa du monde. Si vous n'arrivez pas à passer cette barre des 3 premières secondes, et bah, tout ce qui se passe derrière, ça n'a pas d'intérêt puisque personne ne va le voir. Donc du coup, cet indicateur, il est super important. C'est ça qui va nous permettre de monitorer si nos accroches sont bonnes et si nos vidéos donnent envie aux gens, ou en tout cas captent l'intention suffisamment dans les premières secondes pour qu'ils arrêtent de scroller et qu'ils se concentrent sur votre pub. Vous voyez qu'elle apparaît, donc là par exemple il est assez faible, mais c'est normal parce que je pense qu'il l'applique à tout. Ce qu'il faut faire, c'est regarder exclusivement sur les vidéos, et là en l'occurrence, hop, il y a des vidéos qui m'intéressent parce qu'elles sont à 52%. Vous voyez celle-là, elle a un hook rate de 61%, ce qui est très élevé, ce qui veut dire que les 3 premières secondes doivent être probablement très catchy. Donc le hook rate, là on voit qu'il est bon sur ce type de vidéo. Celui-là, il est pas mauvais non plus, on est à 49%, on peut regarder. Hop, on va regarder ça ensemble. Il y a une technique assez connue qui est utilisée pour capter l'attention au début, c'est le zoom et le dézoom avec de la musique. Vous voyez, donc ça attire l'œil. Et quand ça attire l'œil, et donc si on est devant son écran et qu'on voit ça en plein milieu de son feed, forcément on va s'arrêter plus facilement que si c'est un truc qui est très lisse. Il y a 3 éléments généralement dans l'accroche, c'est le visuel, le texte et le son. Donc visuel là, vous voyez, ça zoom, ça dézoome. Le son, il est maîtrisé parce qu'on a une musique qui est assez connue, etc. Et le texte, donc là en l'occurrence il y a du texte en haut, mais on aurait pu rajouter un truc sur le visuel pour que les gens s'arrêtent et lisent, et donc ça augmente les chances qu'il reste au moins 3 secondes. Donc ça, c'est un autre indicateur qu'on va regarder. Bon benchmark à avoir en tête, c'est tous les hook rates qui sont au-dessus de 35%, c'est bien. En dessous, c'est un peu faible. Et nous, dès qu'on a une créa qui a un bon potentiel, mais qui a un hook rate un peu bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas jeter la créa à la poubelle. Donc on va essayer de trouver une variante d'accroche, et on va remplacer les 3 premières secondes de la première créa par cette variante. Et on peut faire l'exercice inverse, c'est-à-dire que si on a, par exemple, vous voyez là, ces 3 premières secondes fonctionnent très bien sur les 2 créas qu'on a vues, on peut les isoler et les réutiliser au début d'autres créas qui, elles, convertissent bien, et donc améliorer les performances de ces créas. Et donc là, hook rate, c'est un peu difficile de le mesurer puisqu'on a assez peu de campagnes qui l'utilisent. Donc ce qui est intéressant, c'est que les seules campagnes vidéo qui sont diffusées, ou en tout cas la majorité des campagnes vidéo, le sont sur des boosts de publication Facebook, Instagram, mais donc pas trop utilisées en conversion. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va garder en tête et qu'on verra un peu plus tard. Moi, ce que ça m'indique, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisation de vidéo pour de l'objectif de conversion, tandis que ça peut marcher très très bien. Donc là, hook rate, bon, très bon sur vidéo, boost, Instagram, Facebook.
à réutiliser en objectif de conversion. Et ensuite, un autre indicateur qui est tout aussi intéressant, c'est le hold rate. Et le hold rate, en gros, va répondre à la question est-ce que mes publicités vidéo retiennent l'attention? Donc le hook rate, c'est passer la barre des 3 secondes, et le hold rate, c'est garder les gens le plus longtemps possible. Et donc pour ça, on a un indicateur, encore une fois, personnalisé. Donc pour l'ajouter, vous cliquez sur colonne personnalisée et vous allez créer un indicateur personnalisé. Vous allez appeler hold rate, format pourcentage, et ici, vous allez ajouter ce qu'on appelle le throughplay qui correspond à une lecture de vidéo à 15 secondes, divisé par impression, et vous créez l'indicateur. En l'occurrence, je crois que je l'avais déjà, mais c'est pas grave, je vais l'avoir en double, et en ajoutant cet indicateur, vous l'avez ici. Donc là, vous voyez par exemple la vidéo, hop, si on retourne dans cette campagne qui avait des bons hook rates, on voit que le hold rate est excellent. Tout ce qui est au-dessus de 10%, c'est très très bon, donc là on est à 12 ou 15%. Donc typiquement, moi ce que je vois là, c'est que ces campagnes-là qui sont boostées depuis le compte Insta, elles fonctionnent très bien sur des indicateurs purement de vue de vidéo. Donc les gens s'arrêtent de scroller, il y a plus d'une personne sur deux qui s'arrête de scroller, entre une personne sur 7 et une personne sur 10 qui regardent jusqu'à la fin de la vidéo. En fait, toutes ces personnes-là, c'est essentiellement des personnes qui peuvent devenir clients. Donc si on transfère ces éléments vidéo à de la pub conversion, on peut assez facilement générer du trafic et donc potentiellement des ventes. Donc là, et hold rate très bon sur vidéo, boost, IGFB à creuser en conversion. Ok, donc là on voit en engagement qu'il y a des choses intéressantes. On a des taux de clics globalement qui sont pas trop mauvais. On a des bons indicateurs notamment sur la partie carrousel et catalogue produit, et on voit qu'en vidéo c'est peu exploité en acquisition et en objectif de conversion, mais il y a de très très bonnes bases avec du coup des accroches qui sont quali et surtout des vidéos qui retiennent l'attention et qui engagent les gens. Je l'ai pas précisé, mais il y a pas mal de commentaires et de likes en dessous qui aident énormément les vidéos à être poussées et boostées sur Facebook. Ensuite, on va passer au quatrième pilier qui est la conversion. On va s'intéresser à tout ce qui se passe après que les personnes aient cliqué sur la publicité méta. Donc là, on est sorti de l'environnement Facebook, Instagram, on est vraiment quand on arrive sur le site. Le premier indicateur qu'on va regarder, c'est ce que moi j'appelle le click to landing page view drop rate, donc ça fait un terme un peu pompeux, mais ce que ça veut dire, c'est en gros quel est le taux de perte entre le clic sur un lien et la vue de page de destination. La vue de page de destination, c'est quand une personne arrive sur une URL après avoir cliqué sur une pub et attend le chargement de cette page, et donc c'est un très bon indicateur pour savoir en fait la déperdition qu'on a entre les deux et surtout la vitesse de chargement de cette URL qui est étroitement corrélée au taux de conversion du coup qui suit. Parce que si on perd les 3/4 de son trafic en chemin, bah forcément on va faire beaucoup moins de ventes. Donc du coup, pour le calculer, on a une petite métrique assez simple qui est une métrique personnalisé encore une fois. Donc moi j'en ai fait un indicateur personnalisé que vous voyez ici où la formule est apparaît à l'écran, mais vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête avec ça. Vous pouvez tout simplement ajouter les deux colonnes qui sont clic sur un lien et vous pouvez ajouter donc appliquer et à côté vous ajoutez la colonne vue de page de destination et on va regarder le delta entre les deux. Donc là vous voyez que par exemple sur 125 000 personnes qui ont cliqué sur un lien, eh bien on en a 70 866 qui ont entendu que la page de destination charge entièrement. Donc on a 56% des gens qui restent jusqu'à ce que la page est chargée, donc on a une perte de 44%. Donc là on voit qu'on a un delta entre les deux de 44%, donc ça veut dire qu'on a presque la moitié des gens qu'on perd dès la première arrivée sur le site. Donc ça à travailler parce que c'est une manière assez simple d'aller gratter des visites en plus et donc potentiellement des points de conversion. Donc là on va le noter, 46% de perte, temps de chargement URL destination à vérifier. Google recommande que le temps de chargement d'une page soit inférieur à 3 secondes, particulièrement sur mobile, parce que sinon les gens se barrent. Il faut savoir que 98% du trafic méta, donc Facebook, Instagram entre autres, se passe sur mobile, donc plus votre site est optimisé pour mobile, plus vous avez de chances que les gens passent à l'action. Ensuite, on va regarder donc l'ajout au panier. Là, ça va être intéressant puisque on va plonger dans des métriques un peu plus e-commerce. Donc, ce qu'on va faire, c'est plusieurs choses. Regardez le nombre d'ajouts au panier total. On peut également regarder le coût par ajout au panier, mais ça c'est plutôt si on fait de l'analyse de performance, pas dans un audit. Et ce qu'on va regarder, c'est aussi le taux d'ajout au panier, donc qui est un peu différent. Moi, je l'ai déjà préparamétré, mais c'est globalement ajout au panier divisé par clic. Donc, si on veut être précis d'ailleurs, on peut même diviser par clic sur un lien exclusivement, donc comme on a vu tout à l'heure. Donc ça va répondre à la question, est-ce que les gens ajoutent des produits au panier une fois qu'ils sont arrivés sur le site après avoir cliqué sur une publicité? Là, on voit que des ajouts au panier, il y en a beaucoup, mais on voit aussi que le taux d'ajout au panier est assez faible, puisque, alors en conversion c'est intéressant, il est à 8,74. Le 8,74 c'est très élevé, et oui en effet je pense que c'est le catalogue qui fait monter la moyenne. Donc ça c'est énorme comme taux d'ajout au panier, ça veut dire qu'il y a une personne sur 3, un peu plus d'une personne sur 3, qui ajoute des produits à son panier après avoir cliqué sur une pub là, donc c'est absolument énorme. Donc là pour le coup il y a quelque chose à faire avec cet ensemble de publicités là, puisque c'est lui qui a les meilleurs taux de clics et qui a des taux d'ajout au panier. Si on veut creuser d'ailleurs, on peut regarder le coût par
ajout au panier. Et là, je suis sûr qu'il est bien en dessous des autres. Donc typiquement, cet ad set là, il faudrait le booster à mort parce qu'il génère de la vente tout simplement. Et en plus, on est sur de l'acquisition. Et alors là, du coup, ce qui est un peu problématique, mais on le verra après, c'est que en fait, on mélange acquisition et retargeting. Donc typiquement, là, si on le booste, en fait, vous voyez, si on regarde dans les ciblages, on voit que là, on va toucher en fait les personnes qui ont vu du contenu sur les 45 derniers jours. Donc c'est normal que ça clique beaucoup parce que c'est une audience chaude de personnes intéressées par les produits. Mais en fait, ça, c'est pas de l'acquisition. Ça veut dire que si on pousse le budget là, donc oui, ça va faire des résultats, mais on va pas développer sa marque parce qu'on va juste recibler des gens qui ont déjà visité le site, donc qui étaient déjà acquis par une source de trafic ou une autre. Et ça, moi, je le scinderai de la partie acquisition et je le mettrai dans une campagne qui est spécialement du retargeting pour avoir vraiment une lecture bien claire des deux. Donc, oubliez ce que j'ai dit. Il faut pas pousser les budgets sur ça. Enfin, on peut, mais du coup, dans un schéma où c'est bien scindé, et j'y reviendrai un peu après en détail. Du coup, ce qui est intéressant, c'est le taux d'ajout au panier. Et donc, si on fait abstraction de celui-là qui vient biaiser un peu les perfs, et qu'on regarde notamment l'acquisition, on voit que là, on est à 3-6%. C'est pas mal. Moi, je considère que tout ce qui est au-dessus de 10%, c'est bien. Donc pour des e-commerce sur des paniers moyens assez classiques, donc là on peut regarder, faire un petit tour sur le site pour voir quel est le prix des produits généralement. Voilà, on est à 33,96, ok. Donc les prix sont assez élevés, mais ça reste dans la moyenne du e-commerce. Ce serait intéressant, d'ailleurs on peut faire le calcul ici si vous voulez regarder. En fait, plus le panier moyen est élevé, plus le taux d'ajout au panier sera faible, parce que si on a un meuble à 3000 €, on va y réfléchir quand même 2 fois avant d'ajouter au panier et d'acheter. Donc là, sur ce type de panier moyen là, qui est plutôt standard en e-commerce, on peut considérer que 8 à 12% c'est bien comme ratio. Et donc là, en fait, si on regarde à première vue, on se dirait, ah bah oui, c'est bien 8, mais comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, c'est énormément biaisé par cette campagne, cet ensemble de publicité-là qui touche du retargeting. Donc là, en l'occurrence, si on prend la moyenne des autres, on serait un peu en dessous, on serait plutôt autour de 4-5, donc c'est un peu faible. Voilà, donc là, ajout au panier, taux d'add to cart un peu faible, 4-5%, visé plutôt 8-12%. La question, c'est comment on peut augmenter ce taux d'ajout au panier. Et bien en fait, il faut, je vais pas vous faire tout un audit UX du site, mais dans l'idée, il faut refaire le parcours d'utilisateur. L'utilisateur, il arrive donc sur une pub, il clique, il arrive sur une page produit, et donc là, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'il bloque pour passer à l'action. Donc là, en l'occurrence, il y a quelques éléments qui ressortent. On voit qu'il y a des avis clients, ils sont pas forcément très mis en évidence, on peut les mettre ici. On voit que le call to action est assez clair, mais par contre qu'il est pas sticky. Donc ça veut dire que si je descends, là je peux plus ajouter au panier, il faut que je remonte. Et donc ça, il y a un truc qu'on appelle le sticky ajout au panier, vous pouvez juste le mettre en haut, et comme ça il reste bloqué tout le temps. Là, on va voir si c'est... Oui, là il y a une barrière à l'entrée, c'est que par exemple, on me demande ma taille, et si je connais pas forcément ma taille ou autre, et ça peut... En fait, ça rajoute une étape qui est pas indispensable. Voilà, il y a pas mal de choses, des témoignages clients qui sont pas forcément très apparents. Là, moi j'aurais mis par exemple à gauche plusieurs visuels, donc il y a ce qu'on appelle des espèces de petits carousels. Par exemple, si on va sur le site d'Horace, qui est plutôt bien fait sur ça. Ici, vous voyez ces espèces de petits carousels là qui montrent le produit sous différentes formes. Bon là en l'occurrence on n'est pas sur le bon produit, donc je vais vous montrer sur une crème. Vous voyez, c'est le produit donc en utilisation, il y a des vidéos, il y a le produit avec un zoom, il y a les bénéfices et on dirait presque une pub, etc. Et donc vous voyez là, les avis clients, la description du produit, etc. Donc c'est pas forcément le mix d'activité, donc les codes sont pas les mêmes, mais il y a des petites choses qu'on pourrait faire pour augmenter ce taux d'ajout au panier et donc augmenter la probabilité que les gens continuent leur parcours d'achat. Et ensuite on va regarder donc le paiement initié. Donc le paiement initié, ça c'est assez intéressant, et on va surtout regarder en fait le delta entre ajout au panier et paiement initié. Ce qu'on voit, c'est qu'on a 9527 ajouts au panier pour 873 paiements initiés, ce qui nous fait 9% des personnes qui ajoutent au panier vont jusqu'à mettre leur code de carte bancaire. Donc ça, pour le coup, c'est énorme. Il y a un drop là-dessus qui est trop élevé, et donc ça veut dire qu'en fait, le visiteur passe pas facilement à l'étape paiement, et pour ça, il doit y avoir des choses qui bloquent dans le parcours. Donc là, vous voyez, on est complètement sorti de l'environnement méta. Par contre, on voit que ces indicateurs-là, ils influencent directement le résultat. Parce que même si on envoie du trafic super qualifié, si derrière, en fait, ça suit pas sur le site, il y a un risque que la conversion soit moins bonne. Donc là, pour le coup, paiement initié sur add to cart, généralement, on va plutôt viser un ratio de 1 à 3. Donc là, on est plutôt de 1 à 10. Ça veut dire qu'il y a moins de... Enfin, même un peu moins, parce qu'on est à 9%. Donc là, il y a un warning, par exemple. Grosse déperdition, 91% entre ces deux étapes. Et donc là, je vais pas non plus vous faire un audit UX, mais si on avait continué le tunnel, par exemple, hop, si je vais dans commander, ouais, là, voilà, je pense que c'est ça qui bloque, c'est que on demande un email pour acheter. Et bien ça, en fait, ça rajoute une barrière, et il y a plein de gens qui ne sont pas à l'aise avec le fait de mettre un email. Donc voilà, ensuite, donc quand on rentre son email, finalement, c'est pas si compliqué, on accède directement aux informations de livraison et au paiement. C'est peut-être que dans la perception, on a l'impression que du coup, c'est une pop-up tout de suite où il faut rentrer ces informations, ce qui peut bloquer des gens et les faire arrêter. Le formulaire de conversion, il est plutôt classique, donc là, pour le coup, il y a pas grand-chose qu'on peut rajouter. On pourrait peut-être
limite ajouter un petit peu de preuve sociale, etc. Notamment des témoignages, de la réassurance, préciser, rappeler ce qu'il y a dans le panier, etc. Parce que là pour le coup on sait plus du coup où on est. Et bon, je vais pas aller plus loin, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses qui font, parce que là on n'est pas encore dans le paiement, qui font qu'entre l'étape où je clique sur commander et le moment où je rentre mes codes de carte bleue, il y a des potentiellement des barrières. Et ensuite on va regarder du coup le taux de conversion. Là c'est probablement l'indicateur le plus important. Et donc pour le calculer, on va faire taux de conversion. Ici vous voyez la colonne que moi j'ai créée, c'est taux de conversion en pourcentage, donc achat divisé par vue de page de destination. Et donc ici, on va voir ce que ça donne. J'avais oublié ça, mais dans ce cas de figure-là, je pense que ce qui explique que le paiement initié soit aussi faible, c'est que je pense qu'il y a un problème de tracking. C'est ce qu'on avait vu au tout début de l'audit, c'est que, si vous vous souvenez, l'événement achat remontait plus de conversion que l'événement paiement initié. Et ça se retrouve ici encore une fois, vous voyez qu'il y a 2 fois plus d'achats que paiement initié. Donc il est possible que soit les achats soient surévalués, donc double comptés, voire triple comptés, soit les paiements initiés soient sous-évalués, et ce qui fait que ça biaise le calcul. Mais en théorie, ici, on avait des indicateurs qui sont normaux. Moi, les paiements initiés, ça me choque pas. Je pense que c'est pas optimal, mais du coup ça me choque pas. Par contre, le taux de conversion me semble assez élevé. Un taux de conversion à 3,96, etc. c'est beaucoup. Donc ça veut dire, à mon sens, que les achats qui sont remontés par Meta sont un peu surestimés. Un bon taux de conversion en e-commerce c'est 2%. Et donc là, je pense que sur ce point-là, on peut pas forcément pousser l'analyse parce que j'ai un doute sur le volume d'achat et à quel point il est correct. Voilà. Donc ici, on va mettre taux de conversion à monitorer dans Shopify. Alors je sais même pas si c'est Shopify. On va regarder et je découvre le compte en même temps que vous. Et non, c'est pas Shopify. Est-ce que c'est Magento, WordPress, WooCommerce, PrestaShop? Eh bien, c'est peut-être un CMS maison. Si vous avez d'autres méthodes pour trouver les CMS, dites-le moi, parce que à chaque fois, je fais CTRL F avec tous les CMS que je connais. Webflow, non, ça m'étonnerait, ils font pas d'e-commerce. Bon, bref. Monitorer dans le back-end. Achat divisé par visite. Voilà, et ensuite le dernier point qu'on va regarder, c'est le panier moyen. Et donc ça, je pense que du coup il va être biaisé également parce qu'on n'a pas le bon volume d'achat, mais en théorie ce qu'on pourrait évaluer ici, c'est déjà, on va enlever toutes les colonnes parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc là, pour regarder le panier moyen, il suffit de taper achat, de mettre valeur, et ici on aura donc la valeur de chiffre d'affaires qui a été générée, et si on divise ça par le nombre d'achats, ça nous donne normalement le panier moyen. Ici, on voit clairement qu'il y a un problème de tracking parce qu'on m'étonnerait qu'ils aient fait sur le mois de juin 7 millions d'euros de chiffre d'affaires juste avec ces 2 campagnes et 11 000 euros d'investissement, parce que ça ferait un ROAS du coup complètement délirant qui serait de, on va voir, de 1161, donc c'est impossible. Donc je pense qu'il y a en effet un gros problème de tracking, notamment sur la partie achat. Donc ça, je pense qu'il faut creuser ce point-là. Le panier moyen du coup ne marchera pas. Le chiffre d'affaires divisé par le nombre d'achats, ça vous donne le panier moyen. Impossible à monitorer car événement achat mal configuré. Ce qui est important, c'est de voir si on a un panier moyen qui est faible ou élevé par rapport à ses coûts en publicité. Donc le panier moyen, plus il est élevé, plus le ROAS sera élevé, parce que évidemment, si tout le monde a les mêmes coûts publicitaires et des taux de clics et des taux de conversion qui sont optimisés, ce qui va faire la différence à la fin, c'est le chiffre d'affaires généré par vente. Et donc nous on recommande généralement d'essayer de passer au-dessus des 50 euros, parce que c'est souvent ce qui permet de soutenir les coûts publicitaires sur Meta. Voilà, donc une fois qu'on a fini cette partie conversion, on va s'intéresser à la partie créa. Donc ça peut durer des heures et des heures. Je vais essayer d'être assez succinct et je ferai probablement une vidéo dédiée à la créa. Aujourd'hui, il faut savoir que sur Facebook, 70% de la performance provient de la créa. Et donc si on regarde, il y a 5 éléments sur lesquels moi je passe généralement en créa, qui sont le premier, c'est les formats. Est-ce que les formats sont suffisamment variés? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a suffisamment par exemple de statique et de vidéo? Est-ce qu'il y a des formats carousel, collection, dynamic ads, etc. Donc ça, on va regarder assez rapidement. On voit très vite que sur par exemple le mois de juin, on a principalement envoyé photo, on a beaucoup de statique. On a assez peu de vidéos qui sont utilisées en conversion et en pub. C'est dommage parce qu'on voyait tout à l'heure qu'ils avaient plutôt des bons résultats là-dessus. Donc la vidéo par exemple est pas très utilisée, et on voit à côté de ça que en revanche une bonne utilisation des formats collection et carousel. Donc ça c'est cool, la diversité est bonne là-dessus. Donc là, ce qu'on peut mettre, diversité de format, bonne utilisation des carousels, collections, ce qui sont des grands classiques du e-commerce, le carousel et les collections, mais pas d'utilisation, voire peu d'utilisation de vidéos en conversion. Donc vous voyez, ça c'est un axe qui revient plusieurs fois en publicité, enfin sur ce compte-là. Donc là, ce qu'on va essayer d'évaluer, c'est est-ce que le copywriting est percutant. Donc c'est très subjectif, mais globalement, c'est est-ce qu'on maîtrise le persona, est-ce que la proposition de valeur est claire, est-ce qu'on met en lumière de manière assez précise les problèmes de la cible, est-ce que nos accroches sont percutantes, on utilise des bons CTA, etc. Donc là, moi je connais pas la cible en détail, donc il faudrait qu'on fasse une analyse plus profonde, mais ce qu'on va faire, c'est regarder les créas qui dépensent le plus, parce que c'est souvent celles sur lesquelles on peut avoir le plus d'impact facilement. On va analyser une ou deux créas assez rapidement. Par exemple, cette créa ici, on voit qu'elle a dépensé, vous voyez, sur les 30 derniers jours, elle a dépensé 592 euros. Sur 11 000 euros, c'est pas mal, c'est un peu plus de 6% du budget. Donc là, on voit qu'on est sur une créa qui est plutôt promotionnelle, donc avec un discount directement apparent, on met le produit en avant, et là,
du coup j'ai l'impression qu'il pousse avec une vente flash. Là on est sur quelque chose de très promotionnel. Ok, si on regarde un peu en dessous, donc il y a un seul titre, Just Special Lincoln, ok, Get in 7 days, d'accord. Donc là on est vraiment sur quelque chose de, on incite à l'action directement. Et ici, si on va là, pareil, on est sur de la promo principalement. On va essayer de regarder s'il y a d'autres créas avec des angles un peu différents. Donc là pour le coup il y a un mannequin avec la robe qui est mise en avant et il n'y a pas du tout d'éléments textuels sur l'image. Là en termes de copywriting c'est difficile d'analyser parce qu'il n'y a pas forcément trop d'éléments. On peut regarder ce qui est écrit dans le texte. On va s'y intéresser un peu. Là c'est un peu plus axé sur, vous voyez là, makes all ladies sublime. Donc là on est sur un message qui est un tout petit peu plus travaillé et là on reste sur all sizes are available. Donc on met en lumière le fait que c'est pas forcément que pour une taille unique. Et ça c'est plutôt intéressant. La proposition de valeur elle est assez claire moi je trouve, même si on pourrait ajouter des textes, des éléments de texte qui incitent un peu plus à l'action. Ce qu'on voit en termes de call to action c'est qu'en fait il n'y en a pas sur celle-là, mais c'est pas grave parce qu'il apparaît ici et il est plutôt visible. Regardez une dernière créa pour voir ce que ça donne. Et donc là pareil on est plutôt sur une robe portée directement où on met en avant satin, coton et veil. Du coup là on est plutôt sur les caractéristiques qui sont propres au produit et là je trouve que ça manque un peu de visuel parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. On voit juste la robe, donc on va venir pour le produit, on ne va pas forcément pour la marque ni pour un événement spécial. Et ici qu'est-ce qu'on a? On a pareil une robe et là pour le coup on a un focus sur le produit. Donc en termes de copywriting c'est du textile, donc c'est pas forcément le plus simple de mettre des messages dessus, mais il y a des marques qui font ça assez bien et qui arrivent à mettre en avant par exemple une nouvelle collection, à mettre en avant une histoire derrière la marque, derrière la robe, etc. Et plus il y a d'éléments en fait textuels qui parlent à la cible, plus on a de chances qu'elle convertisse. En l'occurrence si notre cible c'est par exemple, c'est pas des femmes de 25 à 35 ans dans telle ou telle ville et qui cherchent, je sais pas, à s'habiller bien pour une soirée, si un message par exemple qui dit cette robe est la robe préférée de toutes les personnes qui vont en soirée dans cette ville entre 25 et 35 ans, et ben il y a plus de chances qu'on se reconnaisse et que du coup on passe à l'action que juste un visuel photo qu'on peut voir dans des magazines, etc. Donc voilà, le copywriting, je pense qu'il y a des choses qu'on peut travailler, c'est un peu light, ça peut durer des heures, donc je vais pas m'attarder dessus. Donc à affiner, très succinct et axé produit. Mannequin promo. Après donc ça peut être un choix, hein. Il y a aussi des marques qui veulent se positionner un peu luxe et qui pour le coup sont très minimalistes sur le texte qu'elles mettent. Ça pour le coup ça dépend de chacun. Moi je pense que plus on augmente les chances d'attirer l'attention et de générer du clic, donc en donnant des éléments à sa cible pour qu'elle se reconnaisse dedans, plus on a de chances que ça performe. Ensuite la question des angles publicitaires. Les angles c'est comment on va aborder et présenter un même produit à une personne. Là en l'occurrence on voit qu'on a par exemple des caractéristiques. On a vu qu'il y avait la promo et on a vu sur les 3 créas qu'on a vu, donc il y avait aussi le produit porté et que juste le fait que ça met en avant et ça sublime une femme. En l'occurrence c'est intéressant puisque ces 3 angles sont des angles différents qu'on vient tester. On peut aller même un peu plus loin, on pourrait pousser d'autres angles comme je sais pas un témoignage ou comme la différence entre cette robe par rapport à une autre. L'idée c'est que plus on teste les angles, plus on a de chance d'en trouver un qui parle à notre cible. Donc là pour le coup c'était pas trop mal, ça veut dire qu'il y a test d'angles différents. Et ce serait intéressant en fait de voir comment on peut les tester en vidéo. Donc là généralement moi quand je fais un audit un peu plus approfondi, je vais dans le détail et je donne des exemples et des idées de ce qu'on pourrait tester. Là je vais pas aller aussi loin. Ensuite les éléments de rassurance, ça c'est super important, j'en ai pas beaucoup vu alors que je pense que c'est une marque qui a quand même pas mal d'avis clients. Si on était, il y en avait plus de 900 sur un produit. Je sais pas si c'est au niveau du produit ou si c'est au niveau directement de... Ah ça c'est le vendeur du coup. Ça, donc ah oui j'ai oublié, donc c'est une marketplace, donc en fait chaque vendeur a j'imagine son nom de produit. Il devrait un peu plus surfer sur à mon sens la preuve sociale et les éléments de rassurance de chacune des marques parce que ça leur permettrait justement de rassurer les utilisateurs. Si chaque marque a plein de clients satisfaits avec une super note sur Trustpilot et des avis et des témoignages et par exemple qui sont passés dans telle ou telle presse ou sur un plateau télé ou autre, et bien ça, le simple fait de le mettre et de le faire ressortir dans une pub, par exemple en bas de la robe, une petite citation en disant c'est la meilleure robe que j'ai vue, là par exemple il doit y en avoir des citations si on regarde sur le site, voyez on va dans les avis, voilà oui rien que ça, j'ai bien reçu mon article, merci Odile, créatrice accommodante qui se préoccupe de la satisfaction du client. Ça par exemple, si on le met sur une robe, juste en dessous entre guillemets, ça rajoute un petit peu d'éléments. Si on met la note de 5 sur 5 sur 936 évaluations, et ben ça rajoute encore de la rassurance. Et si tant est que par exemple ce vendeur, cette marque, elle a eu une très belle présence ou un relais sur des magazines, et on peut mettre une citation du magazine avec le nom du magazine, surtout s'il est connu, et ben ça marche très très bien. Tous ces éléments de rassurance, moi je les ai pas trop vus dans les pubs. On peut quand même refaire un tour, mais vous voyez, on communique plus sur le produit, on va pas utiliser beaucoup ce qu'on appelle la preuve sociale. J'insisterai beaucoup plus là-dessus. Peu d'utilisation de preuve sociale et d'éléments de réassurance comme témoignage, avis, presse, etc. Et AdCopy, on l'a vu tout à l'heure, c'est est-ce que les éléments annexes sont optimisés? Donc là, pour le coup, c'est très simple, on va regarder le texte. Le texte, vous voyez qu'ici, il y a plusieurs options, vous pouvez mettre jusqu'à 5 options de texte. Je vais pas le faire parce que c'est pas mon compte, mais également 5 titres. L'idée, c'est de voir lesquels fonctionnent le mieux. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un texte par ad. C'est une bonne technique, hein, c'est ce qu'on fait nous aussi. Ça permet de conserver en fait les likes au-dessus en dessous d'une même créa. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler quand même pour chaque angle un
angle aussi textuel différent pour décorréler en fait l'image du texte. En termes de call to action, donc là pour le coup acheter, donc c'est bien. Là on voit que l'URL apparaît bien et qu'on a des titres qui sont assez clairs et qui mettent encore en avant des bénéfices du produit, donc ça pour le coup c'est plutôt bien. Ensuite maintenant on va arriver sur la partie un peu délicate du compte, donc ne m'en voulez pas mes chers amis de Africrea si je suis un petit peu dur. En vrai le compte est pas mal géré, donc il n'y a pas des centaines de choses à dire, mais ce qui va être intéressant c'est de repasser sur un peu les basiques. Donc le premier point c'est donc la partie méthode. Là on va regarder du coup les basiques et notamment la structure. Est-ce que la structure de compte elle est optimale? Structure de compte optimale ça veut dire plein de choses, mais globalement ça veut dire est-ce que le compte est simple, est-ce que c'est lisible et est-ce qu'il est bien pensé selon les bonnes pratiques de méta et pour scaler. Scaler, ça veut dire augmenter ses budgets tout en conservant des résultats. En l'occurrence, ce que je vois, c'est que si on prend le premier point qui est la simplicité, oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de campagnes. On a deux campagnes, une campagne de conversion, une campagne de retargeting, même si on verra qu'à l'intérieur, c'est pas aussi simple que ça. Et on a une campagne de boost, ça, moi, j'y crois pas trop. Les campagnes de boost de publication, c'est plutôt pour faire de la visibilité, mais ça apporte, vous voyez, très très peu de résultats de vente, malgré le fait que ça dépense quand même un budget non négligeable. Là, on est quasiment à 7% du budget total, 7-8%. Et les campagnes de trafic, ça, moi, je trouve que c'est pas forcément des campagnes qui sont très utiles, mais on verra ça juste après. Donc sur la structure, moi, je recommande généralement d'avoir une campagne d'acquisition avec 80% de budget et une campagne de retargeting avec 20% du budget. Après, si vous avez une grosse base client, vous pouvez mettre une campagne en plus de rétention sur laquelle on va cibler des clients existants pour leur pousser des offres, faire du réachat, du cross-sell, etc. Là, en l'occurrence, c'est un peu confus parce que du coup, on a au sein de la campagne conversion, donc déjà plusieurs adsets, plusieurs ensembles de publicité, et surtout on mélange acquisition et retargeting. Et donc là-dedans, le problème, c'est que si demain on veut augmenter, parce que la campagne marche bien, le budget sur cette campagne-là, on va pas savoir si on le fait sur des clients existants ou pas. Et donc le fait de le scinder, je pense que c'est beaucoup plus clair dans la lecture, surtout qu'on a souvent des très bons résultats sur le retargeting. Donc moi, ce que je ferais, c'est que déjà, première chose, j'appellerai ma campagne acquisition, la deuxième campagne retargeting, et je mettrai les ensembles de publicité dans retargeting, donc de retargeting dans retargeting, et que acquisition dans acquisition. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en termes de lecture, donc est-ce que c'est lisible? Là, en l'occurrence, ça va. Moi, je pense qu'on peut aller en termes de nomenclature, on peut mettre, par exemple, nous, ce qu'on fait généralement, c'est le nom de la campagne, ensuite le pays, le ciblage et la date. Et donc là, ensuite, sur les intérêts, pareil, pour le coup, ça va, ça pourrait être pire, mais on pourrait être un peu plus clair. J'ai une autre vidéo où je crée une campagne de A à Z où je détaille tout le ciblage, donc si vous voulez jeter un coup d'œil, vous aurez le détail là-dedans. Et après, en termes de bonnes pratiques, pour le coup, là, c'est très subjectif, ça dépend vraiment de comment on gère le compte. Ici, ils ont opté pour l'ABO. L'ABO, ça veut dire le budget au niveau de l'ensemble de publicité. Et donc, l'idée, c'est qu'ils ont donc réparti le budget par type de ciblage et c'est eux qui viennent changer si ça marche plus ou moins, ils viennent ajuster les budgets. C'est bien, ça demande un peu plus de suivi manuel. On pourrait le faire différemment en mettant le budget au niveau de la campagne et donc ça optimiserait et allouerait le budget tout seul. Là ils sont sur un spend de 11 000 euros. 11 000 euros, je pense que la structure est pas mauvaise. J'aurais tendance à pas aller au-dessus de 2 ou 3 adsets parce que au-dessus en fait ça dilue trop le budget et en fait ça sert pas à grand chose de plus. Donc l'idée c'est plutôt de tester plein d'intérêts et ensuite de trouver ce qui fonctionne bien. Retargeting, là on a Add to Cart 2. Donc qu'est-ce que c'est Add to Cart 2? Donc Add to Cart Pixel 30 jours et ici on a Add to Cart, donc c'est ajout au panier également, Pixel 30 jours. Donc là je comprends pas très bien quelle est la différence entre les deux. Est-ce que c'est les pays? Non. Donc là par exemple c'est assez étonnant parce qu'on a du coup 2 fois la même cible. Donc là pour le coup ça peut être une technique de scaling, mais je suis pas certain que ce soit pour ça qu'ils l'ont fait. Donc à vérifier. Et autre point c'est évidemment les exclusions. Donc ça on va y venir après. Donc voilà, sur la structure moi je dirais que ça va. J'aurais tendance donc pas trop mal, scinder acquisition de retargeting et pas plus de 2-3 adsets par campagne. Pour le retargeting, ce qui peut être bien, c'est de mettre un adset généralement de visiteurs en fonction de volume, donc adset visiteurs et un adset de ce qu'on appelle social engagers, donc toutes les personnes qui ont interagi avec les réseaux sociaux. Plus on a de volume, plus on peut aller segmenter ça en ayant par exemple visiteurs, vue de page produit et ajout au panier. Et pareil sur les social engagers, on peut scinder ça entre followers, Instagram et par exemple les personnes qui ont vu des vidéos. Mais ça, c'est uniquement quand on a des gros volumes, donc ça dépend vraiment de ce que vous avez comme type de trafic. La nomenclature du coup, elle est ok, mais peut être clarifiée. Donc là, je vais pas mettre le détail, mais généralement je précise des types de nomenclature qu'on peut utiliser et est-ce que les ciblages sont adaptés au budget. Donc là c'est assez intéressant, on va voir si on a suffisamment de taille sur nos budgets, sur nos ciblages. Donc là malheureusement on n'a pas l'estimation de la taille de l'audience parce qu'on a des audiences personnalisées qui sont ajoutées. En regardant un peu plus en détail, là je me rends compte que la majorité des ciblages sont en fait des personnes qui ont déjà visité le site. Je sais pas si on regarde là, vous voyez, c'est Pixel, audience personnalisée en inclusion. Donc là c'est Pixel également ici. Et en fait, dans la campagne conversion, toutes les personnes que l'on cible sont exclusivement du retargeting. Donc c'est assez intriguant puisque j'ai l'impression qu'ils ne font pas d'acquisition.
Donc en fait, si on va regarder sur du 1 au 31 mai, pour juste être sûr que je dis pas de bêtises, conversion, non, on cible que des personnes qui ont fait du pixel. Donc ça, c'est pas très commun. Ça veut dire qu'ils ont déjà un gros afflux de trafic, donc ce serait intéressant de savoir d'où il vient. En l'occurrence là, ils génèrent du trafic avec cette campagne-là qui viennent recibler derrière, mais je pense pas que tout l'afflux de trafic soit amené par ça. Donc c'est une stratégie intéressante. Nous, généralement, donc, ils dépensent quand même beaucoup de budget sur du retargeting. Donc soit ils ont des volumes qui sont très très gros, soit en fait il y a clairement une sous-exploitation en fait de l'acquisition. Donc très clairement, ce que je disais avant, c'est-à-dire donc scindé acquisition retargeting, ça va même plus loin que ça en fait, puisque j'avais mal lu la structure de compte. En fait, c'est plus que scindé, c'est en fait créer une campagne d'acquisition tout simplement, parce qu'il n'y a pas de campagne d'acquisition. Donc pas trop mal, mais pas de campagne d'acquisition. Donc en fait, si on se pose la question de est-ce que ce compte est prêt pour scaler, la réponse est non, puisque là on peut augmenter les budgets, on va pas augmenter le nombre de clients. Donc pas warning. Donc ça pour moi c'est pas forcément optimal. Créer campagne hack. Et d'ailleurs ce qu'on recommande c'est généralement 70-30 ou 80-20 entre acquisition et retargeting. Est-ce que les ciblages sont adaptés au budget? Bah du coup difficile à dire. Moi je dirais que non, puisque du coup on est beaucoup sur le retargeting et en fait ce qui serait intéressant c'est de voir la taille des audiences qu'on peut tester en intérêt et en prospection, mais là du coup on n'en a pas, donc non adapté et non applicable. Et du coup dans les bonnes pratiques, donc là il y en a plein qu'on va regarder, mais par exemple donc l'ABO pour tester les audiences, CBO pour scaler, ça ils le font. L'objectif de campagne, moi je trouve qu'il y a trop de budget qui passe sur des objectifs qui ne sont pas des objectifs de vente. Donc en l'occurrence là on voit que par exemple en boost on a sur le mois de juin 845 et en trafic 765, ce qui nous fait quand même 845 plus 765, 1610 €, soit 14% du budget total qui est dépensé sur des objectifs qui ne génèrent pas de vente, hein. Comme vous pouvez voir, même si les achats sont mal comptabilisés, vous voyez que c'est quasiment nul. Et ça pour le coup c'est du budget qui est jeté à la poubelle. Donc moi j'aurais tendance à ça l'enlever complètement et à focaliser sur les campagnes de conversion. Donc là typiquement on peut le préciser. Donc ABO, ok. Donc c'est le budget au niveau des ad-sets ça. Ensuite objectif de conversion 14% sur trafic et boost basculer sur conversion. Parce que c'est pas parce qu'on génère du trafic qu'il est forcément qualifié. Ratio de spend pas ok. Tout est sur le retargeting, donc ça c'est étonnant que je l'ai pas vu avant parce qu'en réalité c'est plutôt important en termes. Donc après si on regarde les bonnes pratiques, il y a tout ce qui est utilisation des audiences et des fonctionnalités Advantage Plus. Donc est-ce qu'ils utilisent bien les placements automatiques? Donc là pour le coup on va regarder au niveau de l'ensemble de publicité et on voit qu'ils utilisent des placements manuels, donc ils mettent Facebook, Instagram, mais il y en a quand même pas mal, donc ça va, c'est ok en vrai, c'est pas dramatique. Si j'avais vu qu'ils diffusaient pas par exemple, qu'ils avaient bloqué les stories Insta ou ce genre de choses, là ça aurait été problématique, mais là pour le coup ça va. Placement auto, ok. Et après je vois qu'ils utilisent aussi d'autres fonctionnalités comme optimisation des contenus publicitaires Advantage Plus. Moi je trouve pas ça dingue, donc je l'utilise pas, mais bon il y en a qui aiment bien. Et après l'utilisation des textes dynamiques, donc jusqu'à 5 titres, 5 descriptions et 5 textes principal pardon. Et ça du coup vous pouvez le mettre en place, donc ça on peut dire fonctionnalité auto. Ok. Autre bonne pratique qu'on va checker, c'est le nombre de créas qu'il y a par adset. Donc là en l'occurrence on en a 2. Là on voit qu'on en a 4, là on voit qu'on en a 4, donc ça pour le coup c'est bien, ça c'est ok, parce qu'en gros plus on a de créa, plus le budget est dilué et moins on a de résultats et plus la phase d'apprentissage est longue. Donc nombre de créa par adset, ok, pas plus de 3 à 5 actifs généralement. Et après un dernier point qu'on va aller checker, c'est est-ce que on utilise le post ID. Donc ça c'est des trucs un peu techniques, mais je ne crois pas qu'il le fasse, c'est-à-dire en gros ici à chaque fois qu'il crée une pub et qu'il y a, donc on va regarder plutôt une pub qui a généré des conversions et surtout des dépenses. Cette vidéo là, elle a 1700 likes, 53 commentaires, 226 partages. Mais en fait elle a un ID qui lui est associé et on peut réutiliser cet ID si on veut le mettre dans d'autres campagnes. Donc ça permet de conserver tous les likes et une campagne qui a plein de likes et plein de commentaires, forcément elle va générer des meilleurs résultats. Voilà, donc globalement on a fait à peu près le tour. J'aurais pu aller plus ou moins en profondeur, ça fait déjà un bon moment qu'on est ensemble sur cette vidéo. Ce qu'on peut retenir de ce compte là, c'est qu'il est pas mal géré, mais il y a quand même des gros points qui ressortent, notamment le point donc sur la data, le pixel, il y a un gros problème sur le tracking, notamment au niveau de l'achat. L'API de conversion n'est pas configurée, ça faut le mettre en place de toute urgence. Sur la diffusion, il n'y a pas de gros warning. Sur l'engagement, ça va. Ils ont une bonne base et notamment des créas qui cliquent et surtout un engagement très fort sur leurs vidéos. Donc ça, c'est vraiment un asset qu'il faut exploiter. Sur la conversion, pour le coup, ça va, mais du coup, l'analyse est biaisée. Moi, j'ai l'impression que jusqu'à paiement initié, ça marche et après, ça part complètement en cacahuète. Donc moi, ce que je dirais, c'est de faire quand même une repasse sur cette partie-là pour être sûr que la data est bonne et optimiser le
parcours et le tunnel de conversion sur le site. La créa, il y a une bonne base, mais notamment sur le copywriting, les angles qui sont pas mauvais, etc. Mais je dirais qu'en fait, ça manque un peu d'utilisation, notamment de vidéos et surtout de preuves sociales. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles moi j'insisterai directement pour augmenter les performances immédiates. Et sur la méthode, c'est là que je pense qu'il y a un gros travail à faire. Tout dépend de l'objectif du client. Est-ce qu'il veut faire de l'acquisition ou juste du retargeting? Moi, je pense que Facebook est très fort pour aller conquérir de nouvelles personnes. Donc moi, j'aurais tendance à insister davantage sur l'acquisition et à mettre une bonne partie de son budget sur la partie acquisition pour tester des nouvelles audiences, des intérêts, etc. et générer des ventes directement sur de la prospection. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu t'a plu et que tu as appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. Et si tu as des questions, évidemment, tu peux me les poser en commentaire, j'y répondrai. Sinon, je te dis salut, à très vite pour une prochaine vidéo.